à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette édition du Sommet de l'inclusion économique. Rapidement, pour que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire, moi je suis Marie Danser, journaliste au quotidien d'information Générale La Croix, que vous pouvez trouver en kiosque et sur le web. Et je suis plus particulièrement sur les sujets éco et transition, voilà, donc les questions écologiques, environnementales, mais beaucoup aussi sur les sujets sociaux et qui ont un lien d'ailleurs. Voilà, et on va parler social, marché du travail, emploi, compétences sur cette conférence. Plus précisément, elle s'appelle Besoin en compétences, comment l'immigration peut apporter une solution. Alors je vais très vite laisser la parole aux acteurs de terrain, à nos intervenants, parce que le temps est compté, mais je voulais simplement faire un point de définition, parce que les mots ont leur importance, et vous rappeler que l'INSEE définit comme personne immigrée une personne née étrangère à l'étranger, donc voilà, née de parents étrangers à l'étranger. Et pour rappel, en France, la population immigrée, elle est estimée à 10% de la population française. On est sur 15-16% en Allemagne, Espagne, Royaume-Uni et jusqu'à 20% en Autriche. Voilà, simplement pour replacer un peu le décor. Et je vais vous présenter au fur et à mesure de nos débats les 4 panélistes. Je les remercie par avance parce qu'ils vont relever le défi d'évoquer beaucoup de sujets, des sujets importants en peu de mots. Voilà, ils savent que je vais être un peu la maîtresse, la gardienne des horloges pour l'heure qui vient. Et alors, pour planter le décor, après la définition, je vous propose de regarder ce court entretien vidéo qui permet de planter le décor et de rentrer dans le sujet. Bonjour Gianmarco. Bonjour Saïd. Merci de m'accueillir pour parler d'immigration et permettre au sommet de l'inclusion économique d'illustrer le point de vue de Deloitte France. Alors, Deloitte France s'intéresse aux questions d'immigration, mais à titre personnel, quel est ton point de vue, toi, par rapport à ce débat? Il y a une loi aujourd'hui qui va se lancer à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet et du débat public aujourd'hui? Je pense que le débat il est important, il est légitime. Il manque une partie importante au débat, néanmoins. C'est la partie économique. Parce qu'on vit une mutation économique très importante, où les emplois de demain qui seront clés n'existent pas encore aujourd'hui, et où les entreprises ont besoin de talents bien formés aux questions mathématiques, technologiques, climatiques, mais pas que, aussi à des capacités d'appréhender des problèmes très complexes quels qu'ils soient. On n'a pas assez de ces talents en France ou chez nos voisins. Pour des raisons démographiques, il y a quand même beaucoup moins de jeunes qu'il y a 20-25 ans, et pour des raisons aussi de système éducatif. Donc on a besoin de les importer, comme nos voisins. Et ça, il faut comprendre que la capacité à accéder à ces talents est clé pour la souveraineté économique du pays. Donc c'est un sujet politique. Or, on a quand même quelques obstacles en France. Le premier, c'est qu'on a un prisme très politique, très social de l'immigration et très peu économique. Je prends un chiffre analysé par le Conseil d'analyse économique. Près de 90% de l'immigration en France, elle est liée au regroupement familial, donc critère très social. À peine 10% est lié à une immigration de compétences, de talents. C'est beaucoup plus faible que tous nos voisins. C'est un prisme unique à la France, ce qui n'aide pas notre économie. Le second, c'est qu'en termes d'attractivité pour les populations qualifiées, nous ne sommes que 19e, loin derrière l'Allemagne. Or, la France est un pays attractif, il y a une anomalie complète. Donc, il manque vraiment le volet compétitivité, attractivité, pas seulement dans les métiers en tension, parce que les métiers en tension de demain, ils n'existent pas aujourd'hui. Et ils seront clés pour la compétitivité de nos entreprises. Donc il faut repenser, rajouter pour moi un volant à cette réflexion, pour permettre à la France d'attirer les talents motivés, d'où qu'ils soient, dont nous avons besoin pour notre économie. Et qu'est-ce que pensent les dirigeants de grands groupes et TPE? C'est quoi leur position? Quel est le sentiment que tu as aujourd'hui? On est tous assez alignés sur ce constat que toutes les entreprises partagent, avec un fait fondamental qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'entreprise, ce n'est pas simplement une organisation à créer de la valeur économique. Une entreprise, c'est avant tout une aventure humaine qui fait du lien entre des personnes d'origine très diverses. L'entreprise, c'est un moyen de communication pour l'humanité, au-delà des frontières. Donc tous les dirigeants en sont persuadés. Ils cherchent aussi à avoir de l'immigration, donc on est à peu près tous alignés, et je pense qu'il faudrait que l'entreprise soit plus partie prenante au débat de l'immigration que nous avons aujourd'hui en France, comme c'était le cas au Japon, où les entreprises ont réussi à faire changer la loi sur l'immigration pour attirer
des populations étrangères, ce que le Japon est une révolution, comme c'est le cas en ce moment en Allemagne, par exemple. Donc l'immigration est une chance pour la France. Absolument. Historiquement, ça l'a toujours été et ça le sera encore demain. Merci Gianmarco. À Merci bientôt. Saïd. Voilà, l'immigration, une chance pour la France, ça aurait pu être le mot de la fin, mais cette vidéo nous permet de bien rentrer dans le sujet. Et je vous propose d'engager plus avant la réflexion, peut-être en faisant un peu un état des lieux, une photo de ce qui se passe actuellement en France. Quels sont dès aujourd'hui les besoins de main-d'œuvre dans le pays? Comment l'immigration y apporte déjà sa pierre et qu'est-ce qu'il en sera demain? Voilà, on va parler de transition économique, de besoins en compétences, de métiers en tension. Peut-être on pourrait démarrer avec vous, Pierre-Olivier Ruchenstein, de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. Voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qui se passe et notamment dans votre secteur? Oui, alors, je ne sais pas si le micro fonctionne. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons, alors, j'interviens à double titre, puisqu'effectivement, je représente la FEPEM et je représente également le Conseil économique, social et environnemental, dans lequel j'ai fait un rapport sur les métiers en tension en sortie de Covid-19, de crise Covid-19. Et une des préconisations portait justement sur le sujet de l'immigration, en considérant qu'il fallait organiser l'inclusion par la langue, qui était quelque chose qui nous semblait être au moins le b.a.-ba par rapport à des secteurs, des branches professionnelles qui, par définition, emploient structurellement des personnes qui sont immigrées. C'est un fait, il y a des secteurs, comme celui que je représente, où il y a environ 4 ou à 5 personnes, j'allais dire, sur 10, selon les régions, qui peuvent être issus de l'immigration ou immigrés. Et si on prend que la population immigrée, on est à chaque fois entre 1/4 et 1/5 de la population, en tout cas dans la branche que je représente. Donc effectivement, notre branche a souhaité aller bien au-delà des préconisations du CESE, avec cette idée de travailler sur un triptyque qui est celle de la langue, qui est celle des compétences professionnelles, mais aussi celle de la citoyenneté, puisqu'on a des enjeux de déclaration. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous redire quels sont les secteurs, alors les vôtres et puis plus largement, puisque vous êtes au sein du CESE, quels sont les secteurs les plus demandeurs de main-d'œuvre et ceux vers lesquels se dirigent le plus les populations immigrées? Alors, vous avez plusieurs types de secteurs et je crois que c'est important de rappeler aussi qu'il ne s'agit pas que des secteurs déqualifiés où on a une main-d'œuvre déqualifiée. On a tous les secteurs de l'économie qui sont touchés par le sujet de l'immigration. Mais je vais vous prendre quelques exemples qui sont, à mon sens, assez prégnants. Vous avez les saisonniers agricoles qui sont en fait immigrés à la hauteur de 27%. C'est-à-dire qu'un saisonnier sur 3 en France, à peu près, est une personne immigrée. Si je prends un tout autre métier, le métier de l'IT, de l'informatique, les ingénieurs informatiques, ils sont 14% qui sont immigrés. Et puis si je prends les personnels d'études et de recherche, si je prends également cette question qui est celle de l'université, les chercheurs qu'on a au CNRS, qu'on a dans différentes catégories, en tout cas du monde de la recherche, ils sont 13,5%, ce qui est énorme. On pourrait parler des médecins aussi, j'imagine. Et alors, effectivement, le monde hospitalier est effectivement absolument essentiel, puisque vous avez 12,5% aujourd'hui de médecins qui sont des personnes en réalité immigrées. Donc effectivement, on a souvent une image d'Épinal, et ça a été très bien dit, avec une approche qui est très politique, très sociale, et qui est finalement assez peu économique. Mais quand on regarde des métiers qui sont un peu clés quand même dans la société, vous apercevez que nous ne pourrions pas fonctionner sans l'immigration aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, si je prends le cas du milieu médical, on a une tension énorme actuellement, puisqu'on a une pénurie de médecins. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la pénurie actuelle de médecins, nous pourrions nous passer de 12% d'entre eux? La réponse, elle est non. Mais c'est pareil pour l'intelligence artificielle, c'est pareil pour les saisonniers. Et pour la branche que je représente, où on est entre 20 et 25% de la population qui est immigrée. La population que je représente, ce sont des assistantes maternelles, ce sont des assistantes de vie et qui répondent à la transition en particulier démographique auquel vous faisiez allusion au début de votre propos, puisqu'on a, ma foi, dans 7-8 ans, une personne sur 3 qu'on va croiser dans la rue ou dans le métro qui aura plus de 60 ans et qui aura
un début de besoin d'assistance auprès d'elles. Merci beaucoup. Alors, on va continuer sur cette photo et puis peut-être cette projection aussi des besoins de main-d'œuvre avec Arnaud Muret. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes ici au titre de l'OPCO EP. Vous allez nous en parler. C'est un organisme de formation qui vous permet de voir les besoins d'aujourd'hui et peut-être ceux de demain. Bonjour à tous et merci de me donner la possibilité de m'exprimer sur ce sujet. C'est un sujet pour l'OPCO EP extrêmement important. Je vais vous en dire un petit peu plus pourquoi. D'abord, l'OPCO EP, ça veut dire opérateur de compétences des entreprises de proximité. Nous représentons 436 000 entreprises, un peu moins de 3 millions de personnes. Et les métiers que nous couvrons sont les métiers en fait du cadre de vie. Alors le cadre de vie, qu'est-ce que c'est ? Quand vous prenez une rue piétonne, 80% des activités dans une rue piétonne sont présentes au sein de l'OPCO EP. Ça veut dire que nous couvrons 54 branches et ces branches vont de ce qui flatte votre estomac, les bouchers, les boulangers. On vous coiffe, on vous rembourse, c'est tous les métiers de la coiffure, de l'esthétique. On est à proximité de vous avec ces branches, avec toutes les professions libérales. Et puis, comme monsieur l'a dit, tous les métiers assistantes maternelles, donc du début de la vie, malheureusement jusqu'au funéraire. Donc vous voyez, c'est vraiment le cadre de vie. Et quand on regarde ces secteurs d'activité qui sont très importants et discrets en réalité, aujourd'hui, avec la transition démographique qui arrive, d'ores et déjà, il y a un besoin de 350 000 personnes. Alors, j'écoutais les chiffres qui étaient donnés, où je les découvrais en réalité, je ne mesurais pas la part de la population française d'origine immigrée avec la définition que vous avez donnée, mais si j'applique ce ratio à 350 000, ça veut dire que de fait, on a un besoin dès à présent d'au moins 35 000 à 40 000 personnes venues de l'immigration juste pour compléter. Ça se fera mécaniquement, c'est cette part. Donc, les propos qui sont tenus, je vais vous dire que les chefs d'entreprise avec lesquels nous discutons et les représentants des branches, puisque nous sommes un organisme paritaire, en fait, la question de l'immigration, c'est comme si, je dirais, elle était dépassée. Dans le sens qu'on ne se pose même plus la question d'où viennent les hommes et les femmes. On a besoin... On a vraiment besoin de tout le monde. Et il y a vraiment, alors ça peut paraître un peu froid de vous le dire comme ça, mais un pragmatisme par rapport aux besoins d'emploi. Vous avez parlé du vieillissement de la population et tous ces métiers, il faut y faire face. Donc aujourd'hui, les entreprises, en tout cas que nous couvrons, sont extrêmement ouvertes à cette question-là et ne se posent même pas la question dans ces termes, c'est qui veut venir travailler ? Merci beaucoup. Alors, tout à fait à droite, c'est Céline Pedenier, vous êtes du groupe SOS. Vous êtes aussi sur ce terrain de la formation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous observez et puis vers quel type de métier aussi vous formez pour demain ? Oui, merci beaucoup. Alors, au sein du groupe SOS, nous pensons également que l'immigration est une chance, mais qu'elle le sera d'autant plus qu'on saura s'en saisir, c'est-à-dire qu'on saura adapter nos pratiques de recruteurs, nos pratiques d'employeurs à cette nouvelle donne qui est que la balle, je dirais, dans le camp des gens qui seront recrutés, c'est-à-dire que c'est ce que vous exprimiez, et non plus dans le camp des recruteurs qui peuvent se permettre d'avoir des mauvaises pratiques de recrutement. Je vous donne un exemple. On organise, donc il y a une entité du groupe SOS qui s'appelle Plateforme I, qui opère un programme qui s'appelle Recruteur Inclusif et qui organise des job dating entre des candidats et des entreprises. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui finalement recrutent mal, au sens où elles définissent assez mal ce dont elles ont besoin et ce qu'elles ont besoin d'évaluer lors des entretiens, et ensuite ce dont elles auront besoin sur le terrain. Et donc, pour vous donner un exemple, on a pu constater dans le cadre d'une chaîne hôtelière qu'on allait demander par exemple à des gens de maîtriser parfaitement le français, alors qu'ils allaient avoir affaire à une clientèle internationale, et que donc, pour certains, et notamment immigrés, leur maîtrise de l'anglais était un bien meilleur atout que d'avoir une parfaite maîtrise du français démontrée par une lettre de motivation qui en fait ne sert à rien. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, et nous aussi en tant qu'employeurs, c'est à vraiment redéfinir quelles sont les compétences réellement attendues et dont on aura besoin sur le terrain, et sélectionner sur ces bases-là plutôt que sur des préjugés quelque part de ce qu'on pense être attendu d'un candidat. Donc là, ce sont les employeurs
employeurs finalement que vous formez avant tout. Ce sont les employeurs dont nous pensons qu'ils doivent faire une partie du travail, mais évidemment, il faut travailler dans les deux camps. Et dans nos programmes d'insertion, et pas seulement à destination de personnes migrantes ou immigrées, on a toujours le même triptyque dont on voit qu'il est nécessaire à atteindre l'objectif de placement durable en emploi. C'est un triptyque formation, donc développement de compétences, accompagnement social, puisqu'on va être souvent sur des personnes qui sont éloignées de l'emploi parce qu'elles ont un problème de logement, un problème de mobilité, un problème de santé, un problème de garde d'enfants, enfin ce qu'on va retrouver un peu partout, et que si on ne travaille pas sur ces questions, qu'on soit organisme de formation ou employeur, on va avoir des personnes qui décrochent. Et puis il y a un troisième volet qui est vraiment ce volet d'accompagnement professionnel au quotidien des personnes, c'est-à-dire le fait d'être capable d'adapter le comportement d'entreprise, d'être capable d'expliciter des choses qui pour beaucoup de gens sont implicites mais qui ne le sont plus pour les nouvelles générations, encore une fois qu'elles soient immigrées, migrantes ou françaises depuis 17 générations. On a en fait des changements de comportement et on a besoin d'expliciter des choses qui auparavant étaient implicites sur les horaires, sur le fonctionnement hiérarchique, enfin sur tout un tas de choses qui font la vie de l'entreprise et qui aujourd'hui méritent d'être explicitées pour que ça fonctionne bien, et ça marche puisqu'on a développé plusieurs programmes sur le sujet. Alors dans nos métiers, nous c'est le groupe SOS, c'est la dominante médico-sociale et sanitaire, donc on a beaucoup travaillé sur ces métiers. On a lancé un programme qui s'appelle Prépap, où en fait on travaille en amont de l'apprentissage sur ces trois blocs, le bloc de compétences, le bloc de savoir-être en entreprise et le bloc de frein périphérique à l'emploi, et des jeunes qui nous disent jamais j'aurais pensé devenir aide-soignant ou brancardier ou dans ma vie. En fait, finalement, le fait que vous veniez vers moi et que vous m'exprimiez le fait que pour quelqu'un comme moi, c'est possible, même si je ne maîtrise pas la langue au départ, même si j'ai des freins de toutes sortes, et bien en fait, ça fonctionne. On les place en apprentissage et ils se maintiennent ensuite en emploi plus longtemps que ceux qu'on recrute, je dirais, sans cette prépa. Ce que je comprends, c'est qu'on parlait d'immigration, chance pour l'économie française. Votre attention plus particulière sur le public immigré inspire aussi vos pratiques plus largement de recrutement, de formation. Ouais. Nous sommes convaincus de cela, c'est qu'il y a évidemment des spécificités, et je dirais que la population immigrée est absolument pas homogène, c'est-à-dire qu'il y a des spécificités des candidats dans leur globalité qu'il faut qu'on prenne en compte, et là, si on parle de la population immigrée, c'est vraiment la langue sur laquelle il faut impérativement qu'on mette énormément de choses en place. Là, par exemple, on lance un nouveau programme qui s'appelle Hope, et qu'on va essayer de dédier au public de l'emploi, mais spécifiquement les gens qui ont des problématiques de langue. Et là, on va vraiment faire un diagnostic, ce qu'on appelle FLE, donc français langue étrangère, au démarrage du programme, pour être en mesure ensuite d'accompagner, pour amener, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le principal blocage, les personnes au niveau de français nécessaire pour accéder à certains métiers. Alors on va revenir sur les actions qui peuvent être mises en place. Je voudrais donner la parole à Flora Vidal-Marron. Vous êtes fondatrice de Weavers. Je vous laisse nous en dire un peu plus. Et puis peut-être, vous êtes aussi très axée sur ces questions de réfugiés, immigrés et formation. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Flora Vidal-Marron, la fondatrice de Weavers. Weavers, c'est une solution concrète à l'inclusion des personnes exilées dans le monde économique en France. On est une asso et un organisme de formation. Et notre métier, c'est de former et faciliter le recrutement de ces personnes. Donc, comme ces deux messieurs à ma droite et à ma gauche l'ont dit, 7 métiers sur 10 sont en tension en France. Et dans le même temps, le phénomène migratoire est un phénomène qui va s'accélérer. Il y a à peu près 100 millions de personnes qui sont déplacées dans le monde. Il y en aura 216 millions supplémentaires d'ici 2050. Et Weavers, c'est en fait de traiter la migration comme un fait, et surtout comme un fait économique, comme une chance pour la France. Du coup, on est un organisme de formation. On forme, je pense, à peu près sur les mêmes trucs que le groupe SOS, c'est-à-dire du français langue étrangère, du numérique, de l'employabilité. Bref, on rend la formation inclusive, qu'on plug à de la formation pour adultes initiale qui existe, et on fait des partenariats avec des entreprises pour promouvoir cette inclusion économique. L'objectif, c'est aussi que les entreprises puissent changer leur regard, parce que même s'il y a 7 métiers sur 10 en tension, il y a encore beaucoup de chemin à faire sur l'inclusion dans le monde économique en France. Voilà à peu près ce qu'on fait chez Weavers. Est-ce que vous êtes côté formation, mais Arnaud Muret parlait de pragmatisme des employeurs. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, sur cette population d'employeurs, de patrons ?
effectivement, voilà, de devoir constater la réalité du terrain et de s'y adapter? Il y a un peu tous les cas de figure. Il y a des entreprises hyper inclusives avec des pratiques et une vraie remise en question de leur manière de voir les choses, de recruter et de manager. Et il y a encore aussi plein d'entreprises avec plein de travail à faire, notamment du coup, nous, on est basé sur Lyon, Annecy et Grenoble, et on s'adresse à tout type d'entreprises. On travaille aussi avec des TPE, des PME. Et là, franchement, il y a du boulot. Il y a du boulot et c'est pas forcément le nôtre quelque part. Et c'est là où je pourrais faire le pari de l'inclusion pour demain. Est-ce que, Arnaud Muré, quand vous entendez ce constat un peu mitigé de Flora Vidal-Marron, qu'est-ce que ça vous suggère? Est-ce que vous vous dites, bah oui, moi je peux aussi intervenir pour travailler auprès de mes employeurs? Alors, déjà, je voudrais juste... l'histoire de la barrière de la langue, dans le Code du travail, un employeur, normalement, lorsqu'il prend un salarié, il doit s'assurer que le salarié parle français. Dans le jargon, on appelle ça la directive Molière. Et effectivement, on peut en voir la limite, vous l'avez illustré. Cette directive Molière, en fait, nous pose aussi des questions, parce que une des façons de favoriser cette inclusion se fait à travers l'apprentissage, qui est finalement une voie mixte qui permet à la fois de former, à part des savoirs un peu généralistes, des personnes, et à la fois leur transmettre du savoir-faire à travers l'entreprise. Donc, et pour autant, ce ne sont pas des étudiants, les apprentis, ce sont d'abord des salariés. Et donc, pour rentrer dans le mode de l'apprentissage, à chaque fois, il y a une question sur la maîtrise de la langue. Donc, il existe, et vous l'avez évoqué, les dispositifs comme HOPE, on les soutient, on y participe pour permettre la maîtrise de la langue française. On a aussi, il ne faut pas oublier qu'avec tous les conflits qu'il y a dans le monde, on a soutenu beaucoup aussi l'arrivée des Ukrainiens, qui ne parlaient absolument pas français et donc qui se sont heurtés pour vivre en France et vouloir prendre du travail, un peu de maîtrise de la langue. Donc là, il a fallu des accompagnements. Et pour revenir à l'impression mitigée, c'est possible. Moi, je n'ai pas une vision de toutes les branches. Il y en a 215 en France. Nous, on n'en a qu'une cinquantaine qui sont essentiellement autour des métiers de l'artisanat. Et réellement, les chefs d'entreprise, et je peux vous le dire, même avant la Covid, en 2019, ces chefs d'entreprise demandaient des évolutions réglementaires pour pouvoir prendre des jeunes, mais immigrés qui ne parlaient pas français, en disant « mais là, on a une jeunesse qui a envie de se bouger ». Le constat partagé, c'est qu'on a la caricature du jeune qui est sur son téléphone. Non, c'est pas ça. En fait, on a vraiment une jeunesse toute confondue qui a envie de rentrer dans le champ économique. Donc, il faut lui ouvrir ces espaces-là en levant les freins qu'on a évoqués. C'est pour ça que peut-être qu'il y a d'autres secteurs d'activité où c'est compliqué. Mais sur le champ de l'artisanat, le collectif que j'ai en face de moi, c'est comment on peut faire, nous, pour les accueillir en levant les difficultés réglementaires, en apportant un peu dans des réponses comme SOS et votre entreprise, des éléments de réponse dans l'accompagnement de rentrer dans l'entreprise pour passer au-dessus de la directive Molière. Ça me rend très, très optimiste en réalité. Et je terminerai par 2 chiffres, parce que pour que vous mesuriez bien la transition démographique dans laquelle nous sommes, c'est que le problème aujourd'hui en France n'est plus la croissance. La croissance n'est plus le sujet sur l'emploi. Excusez-moi de vous le dire comme ça, le sujet, c'est simplement d'avoir un niveau de remplacement dans les activités pour poursuivre au même niveau que nous sommes aujourd'hui. En 2006, il y avait 860 000 naissances. Aujourd'hui, on est à 700 000. Vous voyez, il y a 1,5 million de gens qui ne sont pas nés là, quasiment ces dernières années. Donc, comment fait-on? Et les baby-boomers, c'est là l'effet ciseaux, les personnes nées en 62, 63, 64 commencent à partir en retraite. Et c'est cette vague-là qu'il va falloir remplacer. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être Pierre-Olivier Rochenstein sur cette question, alors vraiment en 2 mots, sur cette question de comment l'employeur, est-ce que vous sentez qu'il y a encore des préjugés ou des idées reçues et comment éventuellement les surmonter? En 2 mots, pour qu'on puisse continuer ensuite sur les autres sujets. Je fais rapidement, mais on avait, donc, au niveau de la branche, on a lancé notre lab migration. On est sur 3,5 millions
d'employeurs et 1,3 million de salariés. Donc ça fait à peu près 5 millions de personnes en France. On a lancé un sondage parce qu'on s'est dit on va lancer un lab migration avec le triptyque dont j'ai parlé tout à l'heure. À Marseille, en l'occurrence, ça a été le premier lieu d'expérimentation. Et on se demandait si, au regard du débat public, les personnes allaient être hostiles ou pas, en peu de termes, sur ce sujet. Et on a été très agréablement surpris parce que malgré un débat politique qui aujourd'hui est tendu, on s'aperçoit que nécessité fait loi et que du côté des employeurs, nous avons des pourcentages assez élevés sur le fait, d'abord, on en a à peu près 50, on a fait 54-55% d'employeurs qui ont déjà employé une personne immigrée, donc c'est quelque chose, c'est une expérience qui est connue par eux, et puis on en a quasiment les 3/4 qui considèrent que employer une personne étrangère est un facteur d'enrichissement. Donc sur cette base-là, je crois qu'il y a un terreau qui est assez favorable. Et à ce titre-là, je crois qu'on a été bien inspiré dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental, au moins sur les 20 préconisations pour répondre aux métiers en tension, de faire figurer cette question de l'immigration en la dédramatisant et en la mettant comme étant un élément d'objectivation pour résoudre l'inadéquation, effectivement, qui a été très bien décrite là par l'OPCOEP sur l'effet ciseau et le choc démographique qu'on va avoir, mais plutôt vers le vieillissement. Alors vous parlez factuel, objectivation. Je voudrais qu'on arrive sur le travail comme vecteur d'intégration aussi et comme vecteur durable. Vous avez bien dit qu'il y a plusieurs types de métiers qui sont concernés. En fait, tous les métiers sont concernés par les pénuries. Il y a quand même une grosse partie des métiers qui sont parfois dans des statuts précaires. Comment est-ce qu'on peut inscrire cette intégration par le travail dans la durée ? Voilà, j'aurais bien aimé vous entendre les uns et les autres sur cette question, peut-être en commençant par vous, Monsieur Muret. Je crois que vous avez des actions, notamment en matière d'apprentissage. Alors, en matière d'apprentissage, alors, les métiers, nous, qui sont fortement pourvoyeurs, c'est la boulangerie. Je vais commencer par des choses un peu concrètes. La boulangerie, la coiffure et l'immobilier demeurent des secteurs qui drainent beaucoup d'apprentis. Pour vous donner un chiffre, l'OPCOEP, c'est plus de 160 000 contrats d'apprentissage. Et 1 sur 5, si je... Oui, c'est 1 sur 5, en réalité, un peu plus d'1 sur 5 qui sont à l'OPCOEP. Et sur ces 160 000, on a ce qu'on appelle les infrabacs, c'est-à-dire de la 3e à la terminale. On en a 90 000 et les 70 000, c'est du post-bac. Donc souvent, on a l'impression que dans les métiers dont on parle, il y a peu de supérieurs, mais il y en a un vrai nombre. Pour autant, pour l'inclusion, les métiers de l'artisanat sont une vraie voie d'accès. Et autour de ça, dans les actions qui sont menées, je l'ai évoqué tout à l'heure, les programmes comme HOPE sont des programmes très importants parce qu'on y associe, et ça a été évoqué dans les échanges, la question du logement. C'est-à-dire que derrière se pose toujours la question maîtrise de la langue, le logement, pour finalement pouvoir accéder à l'entreprise. Donc ces programmes-là accompagnent les personnes. Et puis ensuite, vous savez, nous, ça nous avait beaucoup surpris. Je vais vous reparler des Ukrainiens. Mais contrairement à ce qu'on croit, et ça va conforter les chiffres que vous donniez, le taux de formation en Ukraine de la population est supérieur au taux de formation de la population française. Donc, ce qu'on observe, c'est que les jeunes Ukrainiens qui ont été mis dans les établissements scolaires, très rapidement, ils deviennent les premiers de classe dès qu'ils maîtrisent le français. Et donc, au début, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, mais on l'a observé sur tout le territoire. Et les gens qui sont arrivés de ce pays, très rapidement, en quelques mois, tous les gens qui les ont employés, parce qu'ils parlaient un peu le français, se sont félicités de la qualité
des personnes. Voilà des dispositifs d'accompagnement. Je pourrais en dire plus, mais je pense qu'il faut un peu d'échange dans le domaine. On peut laisser la parole peut-être à vous, Céline Pedenier, pour le groupe SOS. Voilà, qu'est-ce qui permet aussi que ce travail soit un vecteur durable d'intégration? Alors, je pense qu'il faut qu'on aborde la question des diplômes qu'on n'a pas abordé encore dans cette table ronde à deux titres. C'est-à-dire que c'est d'abord un frein au départ. C'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, on a eu, nous, récemment, un ingénieur d'origine syrienne qui est arrivé sur le territoire français et à qui on a proposé d'aller poser des câbles de fibre parce que ça correspondait à ses compétences. Forcément, vous imaginez que c'était pas très attractif pour lui et qu'on ne lui proposait pas forcément de chemin de reconnaissance de son diplôme. Il faut impérativement qu'on travaille. On sait qu'on n'est pas très bon en France. Il y a plusieurs réformes engagées sur la validation des acquis de l'expérience, mais on a vraiment une marche immense, je pense, à monter tous collectivement, pouvoir public et employeurs et branches sur le sujet. Il faut qu'on soit capable de reconnaître les compétences et de leur donner des diplômes qui ensuite leur donnent accès à des emplois. Et ça joue aussi dans la suite des parcours. C'est si on veut que ces personnes se sédentarisent dans l'emploi durable au sens large, il va falloir qu'on donne des perspectives d'évolution et donc de qualification dans la durée en formation continue. Et là, je dirais, le problème, encore une fois, n'est pas du tout spécifique à la question de l'immigration, mais il est global au marché du travail. Et ça m'amène à un second point qui est, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse fausse route sur le fait de dire l'immigration, même si elle est une chance, va être la solution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien, on a énormément de filières en tension, alors qu'on a des millions de personnes en âge de travailler qui ne travaillent pas. Donc on voit bien qu'on a un trou de réconciliation entre des personnes qui voudraient travailler, qui en tout cas ne travaillent pas, et des employeurs qui cherchent et qui ne trouvent pas. Et donc, ce que je disais au départ, c'est les employeurs, il faut qu'ils cherchent mieux, et puis je dirais du côté de la population qui cherche un emploi, il faut qu'on arrive à créer des passerelles, et je pense qu'on a un immense travail, je veux dire comme ça, de marketing de nos emplois à faire, c'est-à-dire que du temps où il y avait un rapport de force en faveur des employeurs, on ne s'est pas trop posé la question. Je pense qu'aujourd'hui, on va devoir se la poser et que l'immigration ne va pas suffire à répondre à la question. C'est-à-dire qu'il va aussi falloir qu'on se dise comment on rend nos emplois plus attractifs. Et je reviens à ma question du diplôme. Il y a des emplois d'entrée qui, en soi, ne seront jamais très attractifs, mais qu'on vendra, entre guillemets, en disant « vous rentrez là, mais vous n'allez pas rester là toute votre vie. On va vous aider à progresser. Et ce que vous allez viser, c'est le rêve de dans 10 ans, avec des qualifications à la clé, d'autres tâches et des choses qui sont peut-être plus attractives quand on a 18 ans, ou 20 ans, ou 22 ans, et qu'on ne se voit pas passer toute sa vie dans un métier d'entrée. Et je pense que c'est vraiment un travail qu'on doit conduire dans les branches, quelles qu'elles soient, pour construire ça. Et il ne faut pas qu'on se trompe en croyant que la seule immigration va répondre à ce problème, parce qu'on aura des immigrés qui, au bout de 3-4 ans, seront dans la même situation d'insatisfaction dans leur emploi. Et si on veut les sédentariser, il faut qu'on leur propose quelque chose. Pierre-Olivier Ruchenstein, je vous voyais opiner. Vous êtes dans une branche qui doit être très confrontée à cette question à la fois de fidélisation et puis de montée en compétences. Moi, je représente une branche qui assume, on ne doit pas être très nombreuse, une immigration de travail. Par rapport à votre question, je crois qu'il faut scinder alors, d'abord, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est-à-dire que le sujet des métiers en tension en France, sa résolution, elle est multifactorielle. L'immigration est une des composantes. Alors après, par rapport à l'immigration, je crois qu'il y a des secteurs d'activité qui, structurellement, ce qui est le cas de la branche que je représente, nous, on a des chiffres en fait fiables depuis 1973. Et l'immigration, dans notre secteur, oscille entre 20 et 25%. Pourtant, on a eu des périodes avec 10-12% de chômage, des périodes actuellement qui tournent plutôt autour de 7%. Donc, on voit bien qu'il y a des secteurs d'activité qui, structurellement, embauchent des personnes immigrées, pour des tas de raisons. Et donc, avec les métiers en tension, évidemment, il y a une tension qui s'exerce, et comme je l'indiquais tout à l'heure, qui s'exerce à la fois sur des métiers qualifiés, des métiers peut-être moins qualifiés. La réflexion, à mon sens, qu'il faut avoir, c'est effectivement la question de la pérennisation. On sait que les personnes qui immigrent et qui travaillent à un moment donné, pour une raison X ou Y, dans tel ou tel secteur, mettent le pied à l'étrier pour rester durablement en France. Et moi, je suis absolument convaincu, et c'est d'ailleurs ce qu'on a mis en place au niveau de notre branche professionnelle, parce qu'il y a quand même 800 000 postes à pourvoir d'ici 2030, c'est-à-dire dans un mois, ça y restera plus que 6 ans, pour pourvoir 800 000 postes. Mais il y a d'autres secteurs où c'est exactement ce qui a été décrit tout à l'heure. Et donc, je crois qu'il faut assumer cette politique migratoire en sortant de la simple professionnalisation et de la simple, compétence langagière, et en assumant aussi ce module, entre guillemets, d'e-citoyenneté, qui permet, en fait, aux personnes migrantes d'avoir les clés pour ensuite évoluer et d'assumer pleinement les mobilités intersectorielles. Parce que quand on vient
enfin n'importe quel Français non immigré ne fait déjà plus carrière dans une entreprise, ne fait déjà plus carrière, ou c'est très rare, dans un seul secteur. Pourquoi est-ce que la personne migrante ferait-elle carrière? Donc il faut avoir ce raisonnement en se disant, ma foi, il vient dans mon secteur, j'ai une responsabilité pour lui donner toutes les clés pour s'épanouir ensuite dans sa vie économique et citoyenne par définition. C'est ça la philosophie. Merci beaucoup. Alors peut-être Flora Vidal-Marron, comment vous voyez cet enjeu de l'intégration à long terme? Et finalement, ce que j'entends, c'est que l'immigré est à la fois un public spécifique, voilà, parce que parfois langue étrangère, etc. Et en même temps, finalement, ayant les mêmes désirs d'évolution. Donc voilà, je vous laisse réagir. Le vrai sujet, c'est notre capacité à accueillir et pouvoir instaurer une vraie politique d'hospitalité des personnes étrangères en France. Et le vrai sujet, au-delà de tout ce qui a été dit, que je rejoins tout à fait, c'est aussi le sujet législatif. Donc la régulation des sans-papiers, la capacité de l'administration française à faire des titres de séjour longs pour les personnes. Il y a plein de personnes que moi j'accompagne qui sont en emploi, qui sont en formation, mais qui ont des titres de séjour très courts et qui du coup qui se retrouvent dans des impasses administratives très compliquées pour leur intégration dans l'emploi. Et ça, c'est récurrent et c'est de pire en pire. Et du coup, le vrai sujet, il est aussi législatif. Et c'est comment on a une vraie capacité à accueillir, une vraie politique d'hospitalité en France. On le voit, l'immigration est une chance économique, et c'est comment on accompagne cette chance-là législativement pour les personnes étrangères. Depuis 30 ans, on a un droit de l'asile et un droit d'intégration pour les personnes étrangères qui se réduit de plus en plus. Par exemple, jusqu'en 1993, les demandeurs d'asile avaient le droit de travailler, ce qui n'est plus le cas. Et du coup, bien évidemment, puisqu'on n'a plus le droit de travailler en France, on a toute une sorte de droits auxquels on n'a plus accès, le droit au logement, le droit de travailler, le lien social, etc. Donc on place les personnes dans une exclusion économique et sociale extrême, alors que dans le même temps, on a plein de besoins. Donc il y a ça, et il y a également pour les personnes qui ont un titre de séjour, elles ont des titres de séjour de plus en plus courts, et du coup elles ne peuvent pas s'inclure durablement de facto dans la formation ou l'emploi, et ça c'est le vrai sujet. Et au moment où je vous parle, à l'Assemblée nationale, il y a du coup un débat sur le projet de loi Asile-Immigration qui va encore plus réduire en fait, le droit des étrangers à se pérenniser en France. Qu'est-ce que vous préconisez peut-être pour... on comprend bien que vous plaidez pour l'hospitalité, mais par quels moyens on pourrait aller dans une autre direction, ou en tout cas proposer autre chose? Le moyen, ça serait de traiter la migration comme un fait et pas comme une opinion. Et en fait, on le voit, on est sur une instrumentalisation du sujet migratoire, malheureusement dans la politique politicienne, qui est à l'encontre en fait des priorités des Français. La priorité des Français, c'est le pouvoir d'achat, la transition écologique, etc. Et du coup, nous, ce qu'on propose, c'est une convention citoyenne sur la migration pour que le citoyen puisse réapproprier le sujet migratoire et qu'on puisse ouvrir un débat apaisé sur le sujet migratoire pour vraiment proposer une nouvelle politique d'hospitalité, d'accueil et d'intégration des personnes étrangères en France. Merci beaucoup. Peut-être... Merci. Alors, je ne sais pas si les uns et les autres veulent réagir à l'appel, entre guillemets, de Flora, parce que finalement, la Convention citoyenne a cet avantage de rassembler des personnes représentatives de la population. Donc, si vous voulez réagir, et puis peut-être partager une idée qui vous tient à cœur sur cette question. Oui, personnellement, j'ai signé cet appel qui a été organisé par Flora sur l'organisation d'une convention citoyenne. Celle-ci doit normalement être accueillie, si elle se réalisait, au sein du Conseil économique, social et environnemental, mais elle est incompatible avec les débats législatifs en cours. C'est-à-dire qu'il y a un rythme de la vie institutionnelle qui fait que malheureusement, on ne peut pas, et ça se comprend d'ailleurs en même temps, bien évidemment, faire les choses en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un débat législatif et on ne peut pas gêner le débat législatif par une convention citoyenne. En revanche, l'idée à un moment donné que cette loi, une fois qu'elle sera passée,
soit de nouveau réexaminé, puisque d'ailleurs c'était l'appel qui avait été signé, y compris par un certain nombre de députés, pour dire qu'il y avait eu 22, 23 lois, on en est à la 23e, c'est la 22e loi en 30 ans, c'est ça. Donc il y a à peu près un rythme législatif qui est à peu près une raison d'une loi tous les 2 ans sur le sujet. Et effectivement, il faut peut-être avoir un débat. Moi, je crois qu'il faudrait... à un moment donné, au moins, les dispositions législatives actuelles ont le mérite de poser la question de l'immigration de travail. Tout à l'heure, on a entendu le représentant de l'entreprise Deloitte qui indiquait qu'en France, on était relativement atypique, d'une part parce qu'on n'attirait pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les populations immigrées qualifiées, et d'autre part, et c'est l'OCDE qui le dit, effectivement, on a une immigration qui est essentiellement soit étudiante, soit par regroupement familial. Mais là, l'immigration de travail, et si vous visitez le musée de l'immigration à la Porte Dorée, de l'histoire de l'immigration, pardon, qui est un musée national désormais, c'est très bien expliqué, c'est-à-dire qu'à partir des années 70, la France a arrêté l'immigration de travail. Et donc aujourd'hui, à la faveur de ces métiers en tension, de cette transition démographique, de cette loi qui repose avec son article 3 un titre de séjour délivré au titre des métiers en tension, et évidemment ma branche comme d'autres avons été avec le bâtiment, avec d'autres l'hôtellerie, restauration, etc., consultés par les parlementaires sur ce sujet, on a le mérite au moins aujourd'hui de nouveau poser cette question. C'est-à-dire quelle politique, quelle façon conçoit-on l'immigration? Et je rejoins pleinement ce que tu as dit tout à l'heure, Flora, c'est-à-dire que l'immigration, c'est un fait, et c'est quelque chose qu'il faut aborder de manière objective, comme le font d'ailleurs un certain nombre de nos voisins européens. Et c'est comme ça qu'on peut sortir par le haut, parce que de toute façon, et c'est très bien démontré dans les recherches qui ont été faites, les politiques migratoires n'ont aucun impact, je répète, les politiques migratoires n'ont aucun impact sur les flux migratoires. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le Collège de France par la voix de François Héran. Alors, peut-être Céline Pedonnier et puis Monsieur Muret sur ce sujet ou sur un autre message que vous voulez faire passer. Pas sur le sujet, alors effectivement, là on est, je dirais, tardif dans le processus puisque ça se discute en ce moment, mais nous, on a, au sein du groupe SOS, écrit un plaidoyer pour porter nos idées qui, effectivement, sont valables aujourd'hui et seront, pour l'essentiel, toujours valables dans 2 ans. On pense qu'il faut vraiment... Il y a vraiment un combat d'idées, quelque part, sur ce sujet et qu'il faut, sans relâche, défendre les choses, factualiser, objectiver. Et donc, je ne vais pas vous faire toutes les propositions du plaidoyer, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais elles sont disponibles sur le site du groupe SOS, vous pouvez aller le voir. Et je pense, je reviens à ce qu'on disait au départ, hein, l'immigration est une chance parce qu'elle va nous, quelque part, forcer à mettre sur la table un certain nombre de sujets qui sont des sujets nationaux, comme le sujet de la compétence. Vous le disiez sur l'Ukraine, on s'est quand même rendu compte à la faveur de cette immigration qu'on avait peut-être un sujet de compétence au niveau national et qu'il fallait qu'on travaille sur l'éducation nationale, l'instruction, etc. Donc je pense que là, il va falloir qu'on travaille. On se rend compte de problématiques de langue, mais en fait, les problématiques de langue, elles ne sont pas du tout que le fait des populations immigrées. On a un massif problème de maîtrise de la langue des populations qui sont sur le territoire depuis bien des générations, sur lesquelles il faut qu'on travaille également. Et donc moi, je pense à la fin qu'on a vraiment ce sujet de se dire, voyons l'immigration comme un fait et voyons le débat qui s'ensuit comme un moyen de poser sur la table des sujets qui concernent absolument toute la nation et sur lesquels on va être forcés collectivement de travailler pour faire de cette intégration en pratique une chance, au-delà des mots qu'on emploie tous aujourd'hui et qu'on appelle de nos vœux. Merci beaucoup Arnaud Muret. Je voudrais apporter 2 éléments à la réflexion. Ça a été évoqué un petit peu précédemment par rapport au travail, en disant il y a une dimension dans le travail qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la pénibilité. Justement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a évoqué un petit peu cette inversion où avant, l'employeur était prédominant par rapport aux salariés et que les choses se rééquilibrent. De fait, on est obligé de se reposer la question de la pénibilité du travail et des conditions d'exécution du travail. Et là, aujourd'hui, on voit tout un c'est pour le coup, il y a tout un travail de réflexion. On a vu ce qu'a fait l'hôtellerie-restauration post-Covid pour redevenir attractive. En revoyant ses modalités d'organisation, de rémunération et ainsi de suite. Donc il y a eu un débat dans les branches et elles le font, elles y sont sensibles. Et l'autre point, par rapport à la fin de l'échange où on parle de passer d'une opinion à un fait, pour aller dans ce sens, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder un petit peu les temps longs et de se dire la population française, elle est vieillissante, c'est un fait, c'est comme ça.
L'autre phénomène, c'est que cette histoire de barrière de la langue, je pense qu'elle est très conjoncturelle. Je vais vous dire pourquoi. C'est que la langue française, d'ici 2050, sera probablement la 3e langue la plus parlée dans le monde. Et donc, n'oublions pas que d'ores et déjà, il y a plus de 367 millions de gens qui parlent le français, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord. Donc finalement, il y a déjà toute une population autour de nous qu'on ne regarde plus, qu'il faudrait peut-être tendre la main différemment, qui a une jeunesse aussi, qui a envie de circuler. On a parlé d'une immigration autour du milieu étudiant, mais dans cette immigration, les apprentis, c'est des travailleurs, mais à la fois des étudiants. Donc comment toute cette jeunesse qui parle français à travers le monde, on pourrait essayer de l'organiser pour être un début de commencement de réponse pour à ce besoin de transition démographique. Merci. Merci beaucoup. Flora Vidal-Marron, si vous voulez, vous aurez le mot de la fin. Vous avez 1 minute. Peut-être pour, en effet, recentrer sur le débat de l'intégration économique, le sujet, c'est comment on réinstaure une intégration économique par le travail en France, qui n'existe plus depuis les années 70, et comment on permet soit aux personnes qui sont arrivées en tant qu'étudiants, soit aux personnes aux talents qui viennent de l'étranger, de pouvoir intégrer les entreprises françaises par rapport à leurs compétences, chose qui n'existe pas à part un tout petit quota de passeport talent. Donc c'est aussi ça le sujet du moment et qu'on doit traiter pour pouvoir à la fois accompagner les mutations économiques et le fait migratoire. Merci beaucoup à tous les 4. Merci d'avoir relevé le défi de nous nourrir de vos expériences de terrain et d'analyse dans le temps imparti. Eh ben, merci beaucoup. On va ouvrir une séquence sur la diversité dans le secteur des médias et de la culture. Et en fait, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur au sein de la Fondation Mosaïque. Et aujourd'hui, donc, on accueille Françoise Marchetti-Bouvet, en fait, qui est donc présidente de l'Association pour les femmes dans les médias. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse parler d'une étude qui a été menée dans le secteur. Et puis, donc sur scène, il y a également Christelle Craplet de BVA et Caroline Rougard de Audience, voilà, qui ont participé au projet. Et voilà, et donc je passe la parole à Françoise pour vous expliquer un peu cette initiative. Bonjour tout le monde, merci d'être resté. Je m'appelle donc Françoise Marchetti, je suis productrice depuis une dizaine d'années, après avoir géré des télévisions comme TMC ou celle du groupe Énergie pendant aussi plusieurs années. Et j'ai aussi la fierté d'être membre du Haut Conseil à l'égalité depuis plus d'1 an. Mais ce jour, c'est en tant que présidente de PFDM, donc pour les femmes dans les médias, qui compte environ 200 membres, de femmes dirigeantes ou influentes ou en visibilité ou en responsabilité, que je suis là aujourd'hui pour vous parler du baromètre de la diversité. Alors PFDM a été créé en 2012 à l'initiative de la journaliste Françoise Laborde, avec un groupe de femmes qui avaient accédé à des postes à responsabilité et qui ont fait le constat de la difficulté du chemin à parcourir en tant que femme pour réussir. Donc c'était il y a déjà 10 ans. Notre think tank a des objectifs multiples, comme mettre en place un réseau de soutien professionnel qui naturellement favorise l'échange entre les membres, mieux se connaître, mieux s'apprécier et donc mieux se soutenir. Par exemple, nous avons fait signer en 2018 et 2019 au ministère de la Culture 80 entreprises du secteur, les plus gros, des médias, de l'audiovisuel, de la presse écrite, de la musique, de la publicité, une charte contre le harcèlement sexuel et les attitudes sexistes au travail. En 2021, ils ont signé cette fois la charte parité mode d'emploi. Donc les chiffres étaient épouvantables, comme on le sait. Mais vraiment épouvantables à tous les niveaux. Alors devant, derrière la caméra, partout. Et nous avions travaillé avec les différents acteurs pour élaborer une boîte à outils accessible à toutes les entreprises. Chacun pouvait picorer dedans des choses pour faire avancer la parité. Un autre exemple de nos missions, nous avons fait le choix de commencer par un programme de mentoring à destination de femmes ayant au moins 5 à 10 ans d'expérience professionnelle. Nous avons maintenant 60 cadres mentorés qui ont bénéficié de ce programme, dont les mentors sont toutes des femmes au parcours professionnel incroyable. Autre objectif, mettre en lumière des femmes brillantes et inspirantes par la remise d'un prix PFDM ou lors de tables rondes dans tous les festivals de notre secteur. Les choses bougent un peu grâce aux quotas qui ont été mis en place par la présidente de France Télévisions, Madame Delphine Ernaud-Kounchi,
Mais encore trop souvent, on demande à ces jeunes femmes réalisatrices, par exemple, d'être chaperonnées par un homme, donc en co-réalisation dans notre jargon. Elles ne sont pas encore en capacité de prendre seules, enfin en tout cas une majorité. Bon, il y a toujours un chaperon. C'est tous ces plafonds de verre que nous sommes amenés à enlever. Nous avons remis des prix à des jeunes femmes brillantes qui réalisent des documentaires à très fort impact, y compris au niveau mondial, puisqu'il y a même une jeune femme qui a retiré du couloir de la mort une femme sud-américaine injustement accusée par l'État du Texas. Donc c'est vraiment cette jeune femme toute seule avec son documentaire qui a mené ce combat et qui a mené l'enquête. Mais elle explique aussi tout le parcours du combattant qu'elle a eu pour pouvoir s'imposer en tant que femme seule, comme réalisatrice. Nous avons aussi comme objectif de collecter, analyser et faire connaître la situation de la femme dans les médias et la culture. Nous reprenons souvent la devise de Sista, donc je l'ai un petit peu inversée, mais pour que les femmes comptent, il faut compter les femmes, donc nous on compte. Alors ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup de la situation des femmes depuis quelques années que tout est réglé. Ce n'est pas parce que les lois passent que les violences, les attitudes sexistes, la parité et l'inclusion sont réglées. Tous les jours, les femmes vivent encore des injustices sous différents aspects. Un féminicide tous les jours, sans compter les suicides, les viols, intimidation au bureau, blagues sexistes, retard de salaire, sanctions après les congés maternité, retard de promotion. On va du pire au plus banal, au plus banalisé. Ça, c'est quelques exemples parmi d'autres, mais on ne peut pas demander une augmentation ou alors il faut être accrocheuse, voire un peu agressive. Elles ont mis tout en place des méthodes de contournement. Il faut rester discrète, à l'ombre d'un chef, protecteur. C'est travailler plus pour prouver qu'elles peuvent assurer tout en ayant une famille. Ou alors c'est comme en politique, elles commencent, elles sont dégoûtées, elles s'en vont. Donc c'est pour cela que nous, ça faisait de longue date qu'on voulait travailler sur la diversité. Et donc, quand on a vu que l'Observatoire des inégalités et l'INSEE ont indiqué qu'il faudrait 25 ans pour résorber le retard des femmes à ce rythme-là, on s'est dit, mais il y a urgence du côté de la diversité, comment les choses sont vécues sur le terrain. Donc, c'est pas une découverte, hein, je joue la découverte, mais on sait qu'il y a quand même cette problématique-là. C'était compliqué pour nous de l'aborder jusqu'à ce qu'on rencontre... Mosaïque RH, l'Institut BVA, et puis un comité d'experts que nous avons mis en place. Donc sans citer trop tout le monde, mais il y a quand même Elisabeth Moreno, qui est notre ancienne ministre de l'égalité femmes et hommes. On a Brigitte Grésy, qui est une ancienne secrétaire générale du Haut Conseil à l'égalité, qui est une chercheuse qui tout le temps qui est inspirée par toutes ces problématiques. On a France Zobda, qui est productrice de fiction, en particulier sur tout ce qui est fiction en Outre-mer. On a Isabelle Weckstein, qui est avocate dans notre secteur, mais qui est aussi documentariste sur toutes ces questions sociétales, justement. On a Agnès Salle, qui représentait le ministère de la Culture et qui est une grande spécialiste de tous ces droits. On a Carole Modigliani-Chouraki, qui représentait le ministère de l'Égalité. On avait donc Laurence Bachmann, mon ancienne présidente, qui vient de me faire la passation. Catherine Jean-Joseph, qui est dans la salle, qui est là. Catherine Jean-Joseph, donc, qui a mis en place chez Netflix France tout un programme d'inclusion. Elle a participé à tout le programme de repérage des talents, des auteurs, etc. Et elle a fait un gros travail de fond. Donc pour nous, elle est très inspirante. Et elle est en ce moment en train de finaliser un livre avec des boîtes à outils, justement pour nous permettre à tous d'avoir les bonnes pratiques et d'avoir les bons outils pour faire évoluer la diversité et l'inclusion. Et enfin, Caroline... Oui. Pardon, j'ai mes loupes, du coup. Caroline Regard, de chez Audience, qui nous a permis aussi, qui est vice-présidente de l'association et qui nous a mis à disposition la base de données d'audience pour pouvoir faire ce que je vais vous présenter juste derrière. Et enfin, Hélène Etsy, qui est la présidente de Disney France, qui est aussi vice-présidente de l'association et qui a une culture américaine, où ils sont assez en avance sur nous, sur l'analyse des biais, sur l'analyse des ressentis, ils peuvent compter. Il y a beaucoup de choses. Donc, pareil, elle est très inspirante. Elle doit gérer toutes ces problématiques. Elle a tous ces problèmes et elle doit les affronter. Donc, pour nous, ça ruisselle comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est en quelques chiffres. Hein, c'est le premier baromètre de la diversité et de l'inclusion du secteur des médias et de la culture. Et ce baromètre mesure le sentiment de discrimination des femmes et des hommes sur ce secteur. Le baromètre a été réalisé donc avec des partenaires experts.
cabinet Mosaïque RH, qui est donc le premier cabinet de conseil. On est invité aujourd'hui par eux. Merci Mariam et Caroline Mautron. Oui, elle est dans la salle. Je demande juste si la régie peut envoyer 2 slides, normalement, qu'on avait prévus. Voilà, je te laisse continuer. Et Caroline Mautron, donc pour cet accompagnement si professionnel et si inspirant. L'Institut BVA, là. Merci la régie. Là, avec donc qui est pionnier et leader des études de marché et d'opinion. Alors merci Christelle Craplet et William Charles Lavozelle pour ce très grand professionnalisme et toutes ces précisions structurantes. Merci audience. Pour info, il vous reste 4 minutes. Si tu veux, j'ai fini. Si tu veux passer aux... Je remercie audience quand même parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Donc c'est le groupe de protection sociale paritaire à but non lucratif et expert des métiers de la création. Donc merci Frédéric Oliven, le DG, et merci Caroline. Alors la méthodologie et l'échantillon des répondants sont très solides. En effet, près de 6300 personnes, femmes et hommes, travaillant dans le secteur des médias et de la culture ont répondu aux questions élaborées par BVA et Mosaïque. BVA a administré ce questionnaire par Internet du 14 juin au 23 juillet et nous avons utilisé la base d'audience. Alors, en gros, nous avons abordé sous deux prismes. Avez-vous été victime et avez-vous été témoin, ou avez-vous été témoin? Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Et si vous vous êtes tourné vers votre entreprise, est-ce que votre entreprise a été à la hauteur de vos attentes? Et vous ne serez pas étonnés d'apprendre que ce sont les femmes qui se sentent moins intégrées que les hommes, et cela très majoritairement par les femmes issues de la diversité. Donc 4-5 chiffres à partager avec vous en amont et en exclusivité avant la révélation de ce baromètre vendredi soir au ministère de la Culture, en présence de la ministre Rima Abdul-Malak et de la ministre Bérangère Couillard. 79%, je me speed, 79% des répondants s'accordent pour dire que le phénomène de discrimination est bien présent. Ce chiffre montre à 90% pour les femmes issues de la diversité qui subissent la double peine. En fait, c'est encore pire que ce qu'on pensait. 31% de ces victimes ne parlent pas. Le sujet est encore tabou. Les répondants réclament des outils concrets pour 68% des femmes et pour 49% des hommes. Alors, nous pouvons agir, nous pouvons faire un état des lieux. Déjà, nous, on l'a fait sur le secteur. J'ai entendu tout à l'heure dans d'autres tables rondes que les gros groupes le faisaient dans leur propre groupe. Mais là, au moins, il y aura un benchmark avec le secteur. Donc, nous allons leur proposer de le faire dans leurs entreprises vendredi soir. Il faut aussi prévenir, former, outiller et après sanctionner. Et donc, comme pour nos autres chartes, notre approche est concrète et orientée vers les solutions. Et donc vendredi, nous allons leur remettre ce baromètre pour qu'eux aussi, qui sera vraiment plus détaillé, et qui eux aussi prennent conscience du gap qu'il y a. Première strate, les femmes, et après plus globalement les femmes issues de la diversité. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas concernés, mais nous sommes une association de femmes, et ils auront aussi le benchmark hommes-femmes dans nos résultats. Voilà, c'est important pour nous de vous le présenter, et j'espère que ça inspirera d'autres secteurs qui seraient intéressés. Les outils sont quasiment prêts. Donc vous l'avez compris, c'est un peu un teasing en fait qu'on vous fait aujourd'hui de cette étude qui est bien sûr beaucoup plus complète, qui va être présentée officiellement au ministère de la Culture vendredi, avec, je l'espère, des actions derrière, parce qu'on fait tout ça pour que ça bouge. Et juste un petit commentaire sur le sentiment de discrimination. Nous, Mosaïque, depuis le temps qu'on fait des baromètres, on n'a jamais vu un taux aussi élevé de sentiment de discrimination. Donc c'est vraiment pour ça que c'est intéressant de le faire au niveau sectoriel, mais ça démontre aussi l'urgence d'agir. Et donc voilà, on espère que ce travail-là, qui est fondamental et qui est le premier du genre dans le secteur, va donner des résultats. Voilà, donc merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup à toutes les quatre.